Je reprends la parole cette fois pour parler de réindustrialisation, la transition écologique comme un levier de réindustrialisation en France. La souveraineté industrielle, c'est après avec Monsieur le maire. Alors, sur cette table ronde, je voudrais accueillir Monsieur Arnaud Leroy, vous êtes le président de l'ADEME. Luc Châtel, vous êtes le président de la plateforme automobile. Madame Géano, vous êtes PDG de Dalcan, filiale d'EDF. Madame Sénéquier, bonjour. Vous êtes présidente d'Ardian, un fonds d'investissement privé spécialisé dans les infrastructures. Et Monsieur Gauzy, vous êtes ministre des Affaires... non, vous avez été ministre des Affaires européennes dans un gouvernement italien. Et aujourd'hui, vous êtes député européen sur une liste française. Vous êtes un des rares députés transnationaux en Europe. C'est intéressant. Et bien entendu, monsieur Estrosi, maire de Nice et président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Et bien justement, c'est vous qui nous accueillez et vous aussi, vous avez été ministre, en tout cas en charge de l'industrie dans un gouvernement précédent. Quels sont selon vous les enjeux de la réindustrialisation en France dans ce contexte de transition écologique et d'urgence climatique? Je crois même que nous nous étions succédés avec Luc Châtel. Donc, et tout en restant dans le même gouvernement, dans d'autres responsabilités, je tiens à le préciser, où il a parfaitement réussi d'ailleurs. Donc d'abord, je souhaite la bienvenue à Nice à l'ensemble de nos hôtes, mesdames les présidentes, monsieur le député européen, monsieur le président. Naturellement, depuis ce matin, nous regardons, nous analysons, nous écoutons les experts. Je dirais que la responsabilité que j'ai exercée était en pleine crise industrielle, 2008-2010, c'est-à-dire au moment où on avait l'impression que tout allait s'écrouler sur toute la planète. Et des mesures exceptionnelles ont été prises et nous ont permis peut-être de prendre conscience, grâce à cette crise industrielle, que déjà la France avait trop perdu de parts de marché au cours des 30 dernières années, alors qu'on est un pays quand même fondateur de grandes orientations industrielles, avec Georges Pompidou, avec Valéry Giscard d'Estaing, le train à grande vitesse, la conquête spatiale avec Ariane, Airbus, le nucléaire civil. On a été pendant des années parmi les 5 premières puissances mondiales dans le domaine industriel, et nous le demeurons aujourd'hui. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop non plus culpabiliser dans de grands domaines, notamment ceux qui sont liés à l'environnement, ceux qui sont liés aux infrastructures, ceux qui sont liés à l'eau, à l'assainissement, aux énergies. Nous restons une grande puissance industrielle. Donc je crois que tout ce que nous avons vécu, la volonté aussi de bâtir des filières. Et je me souviens de ces états généraux de l'industrie où, naturellement, on s'est rendu compte qu'on avait délocalisé beaucoup de production à l'extérieur de notre propre continent européen. Il ne faut pas trop regarder franco-français. Il faut aussi regarder un espace plus large. Délocaliser, pour moi d'ailleurs, n'est pas un gros mot, dès lors que ça apporte des parts de croissance en produisant, même sur d'autres continents, à notre pays. Donc ce qu'il faut analyser et regarder, c'est pas se dire bêtement il faut fabriquer français en France. Mais il y a une difficulté aujourd'hui que vous n'aviez pas à l'époque, c'est cette transition écologique, cette urgence climatique. Est-ce que ça, c'est une chance pour la France? C'est une opportunité pour vous? C'est une opportunité formidable. C'est une opportunité formidable, et je relève que la plupart des grands industriels français d'ailleurs, dans leurs règles sociales, dans leurs règles environnementales, sont aujourd'hui en train de se structurer de manière accélérée. Nous savons qu'il y a près de 10% de métiers qui vont disparaître dans les 10 ans qui viennent et qui vont produire en même temps l'émergence de près de 10% de nouveaux métiers. Et donc c'est toute la chaîne à laquelle il faut penser. La formation, la qualification, parce qu'il va falloir les combler, ces métiers, et préparer à la fois nos universités, nos grandes écoles à tous ces sujets. Veiller à ce que, naturellement, avec des partenaires internationaux, nous soyons capables d'alimenter cette filière. Et puis, veiller à ce qu'aussi les fonds d'investissement se tournent vers nos réseaux de start-up, que nous accompagnons des start-up à devenir des licornes.
des PME à devenir des ETI. C'est là que je pense que les grands groupes ont aussi un rôle à jouer qui est dans leur intérêt et que la transition écologique, je dis toujours que l'écologie n'est pas un ennemi de l'économie, Oui. c'est au contraire un développement et une source de croissance, et que la France a des parts de marché considérables Oui, mais alors, à gagner grâce à la transition écologique. alors justement, je vais donner la parole à votre ancien collègue de gouvernement, Monsieur Luc Châtel. Vous défendez aujourd'hui l'industrie automobile française, et il y a quelques mois, vous aviez dit que cette transition écologique, en tout cas telle qu'elle est menée aujourd'hui, pourrait coûter beaucoup d'emplois à la France. Vous aviez à l'époque chiffré quelque chose comme entre 50, dans le scénario le plus optimiste, à 80 000, 90 000, je crois, emplois en France qui pourraient être menacés par ces mesures. Si vous voulez, l'industrie automobile traverse la plus grande mutation de son histoire. Forcément, ça a des conséquences. Plus grande mutation parce que, pour faire simple, pendant 100 ans, les industriels de l'automobile ont fabriqué des voitures dans leurs usines avec des moteurs thermiques, et ils les ont vendus à leurs clients. Demain, progressivement, ils vont devenir des prestataires de services de mobilité combinés, partagés, sur la base de moteurs électrifiés. Ça veut dire que vous changez tout l'ADN de l'histoire industrielle de l'automobile. Et que l'Europe, qui a été l'inventeur de l'automobile, la France et l'Allemagne, se fait en quelque sorte harakiri en disant on avait les meilleures usines. En France, nous avons les meilleures usines de fabrication, Christian connaît ça par cœur, de moteurs thermiques de petite cylindrée, les meilleurs du monde. Voilà. Eh bien, on décide dorénavant qu'on ne fera plus ça. On décide que nous contribuons à la transformation écologique, nous apportons notre réponse. Et c'est vrai, qui mieux que les ingénieurs de l'automobile peuvent être apporteurs de solutions à ce défi qui est notre défi commun. Alors évidemment, ça a des conséquences, comme je le disais à l'instant, parce que quand vous allez expliquer à des forgerons, à des fondeurs, que leur métier n'a pas d'avenir et qu'il va falloir se reconvertir, au contraire, vont émerger d'autres métiers dans les batteries, dans les cellules, dans les moteurs électriques. C'est une reconversion totale de notre filière. Et c'est ce que nous vivons en ce moment. Nous vivons une transition à marche forcée, puisque nous avons pris des engagements forts. En 5 ans, nous allons avoir multiplié par 5 le nombre de véhicules électriques. Et à chaque fois qu'on fait des prévisions, nous sommes démentis dans les faits par la rapidité de la transition. Aujourd'hui, il se vend environ 16% du marché, ce sont les véhicules électriques ou électrifiés. C'était 2% il y a 3 ans. Voilà. Donc, tout ça est en marche. La difficulté, c'est de gérer, parce que les constructeurs, ils sont les premiers à accélérer, parce que les industriels n'aiment pas les périodes de transition, et parce qu'il y a des enjeux pour être dans le coup pour l'industrie de demain. C'est un départ, on remet les compteurs à zéro dans l'industrie automobile. Donc il faut y être. La difficulté, c'est de faire adhérer l'ensemble de la filière. Moi, je représente à la fois les 2 constructeurs, mais les équipementiers et les 4000 PME de la filière. Ce savoir-faire industriel historique. Donc la difficulté, c'est que ces entreprises, elles vont devoir continuer à travailler pour des donneurs d'ordre qui, pendant quelques années encore, vont construire des moteurs thermiques. Et en même temps, elles vont devoir se positionner sur des technologies du futur. L'hydrogène, l'électronique de puissance, les batteries, etc. Je pense que ça peut être une opportunité. J'ai souscrit à ce que disait Christian Estrosi à l'instant, parce que vous avez le scénario du déclin, c'est-à-dire en gros les 90 000 emplois menacés sur 400 000, ça fait beaucoup. Puis vous avez le scénario du sursaut, et de dire, et si c'était un nouveau départ pour la filière automobile? Et si la France, qui aujourd'hui accueille 9% de la valeur ajoutée de l'automobile en Europe, et si on était capable d'accueillir 20% des projets d'usines de batterie, 25% des projets d'hydrogène, il va y avoir 200 milliards d'investissements dans l'électrique en Europe d'ici 2030. 200 milliards. Comment on est capable de capter le maximum de ces projets? Et bien, c'est ce sur quoi nous travaillons avec l'ensemble de la filière et avec les pouvoirs publics. Vous êtes plus optimiste qu'il y a 8 mois. Non, mais moi je suis d'un naturel optimiste, mais je suis pragmatique et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Évidemment, on devra
mettre en œuvre des mesures d'accompagnement pour aider les entreprises, pour aider les salariés qui seront victimes de ces transformations. Évidemment, mais il ne faut pas regarder dans le rétroviseur, il faut regarder devant. Monsieur Leroy, à l'ADEME aussi, vous défendez l'idée que la transition énergétique, c'est une opportunité de réindustrialisation du pays. Je crois même que vous avez mené des études là-dessus. Plus que des études, bonjour à tous et tous, on a même dépensé des sous. Dans le cadre du plan de relance, voilà, on se retrouve à la tête de fonds qui ont été confiés à l'ADEME par le gouvernement. Donc moi, je souscris sur le fait qu'on n'a pas le choix. Aujourd'hui, il y a un vrai besoin d'aller beaucoup plus vite, d'ailleurs, sur certaines thématiques, pas nécessairement l'automobile, mais en tout cas, on voit qu'il faut faire vite, et on sent une volonté aussi des collectivités territoriales, je pense aux métropoles ou encore aux régions, qui ont un élément important dans leurs compétences sur la politique économique pour rapatrier de l'activité industrielle. Donc on y participe, on voit émerger de nouvelles filières, on prenait l'agroalimentaire notamment, qui est en train de rapatrier certaines activités en France, l'émergence dans la nutrition de l'affaire des insectes notamment, où on a aussi des process et des grandes unités industrielles qui sont en train de s'installer, et on voit là aussi des succès français. Je prends quelques noms comme Insect, que vous connaissez peut-être. Donc on voit l'émergence de nouvelles filières avec des nouvelles unités industrielles. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une demande, et là moi je souscris totalement en tout cas à la demande des industriels, c'est d'avoir de la visibilité. Donc il faut avoir des règles du jeu qui puissent rester quand même un temps stable pour permettre, des investissements, de former des gens, parce qu'il va falloir former des gens, et ça prend du temps de former. Oui, quand on voit le débat sur l'hydrogène, c'est un produit à la mode, c'est de saison. On voit très bien derrière qu'il faut délivrer en termes d'ingénieurs, en termes de personnes qui vont être capables de travailler dans le secteur, de pouvoir faire muter des appareils productifs. Donc on essaie, nous, d'accompagner, à la demande du gouvernement, l'ensemble des porteurs de projets et parfois des très gros industriels. Je prends un exemple, j'étais à Dunkerque la semaine dernière, sur la plateforme portuaire de Dunkerque, c'est 20% des émissions du pays qui sont concentrées sur 5 ou 6 industriels. Donc c'est ArcelorMittal que vous connaissez, c'est de l'aluminium, c'est du manganèse, c'est des très grosses industries. Très fort bassin d'emploi, conséquent, importante aussi pour un sujet quand même de souveraineté, peut-être que le ministre en reviendra, mais on parle aussi de souveraineté dans un moment où on voit que le monde est quand même un tant soit peu mouvant. Donc je pense que la France et l'Europe ont un rôle conséquent à jouer pour se structurer, se protéger. C'est tout le débat sur la question des batteries. Moi je pense, et du solaire notamment. La France a abandonné sa filière solaire. Je pense que c'est, à titre personnel, et on le pense à l'ADEME, une bêtise, parce que demain, ça sera aussi des éléments importants de souveraineté, comme le sont aujourd'hui le nucléaire civil. On va devoir équiper notre pays de solaire, et malgré les critiques, d'éoliennes. Donc il faut qu'on puisse maîtriser ces technologies, l'ensemble de la chaîne de valeur. On l'a vu, on a rattrapé du retard. Je terminerai par là, parce que je vois que vous voulez m'interrompre, mais je termine... Pas du tout. Pas du tout. Donc, avec... donc simplement, on a des belles histoires. Vous prenez par exemple l'éolien offshore, dont on parle beaucoup. Il y a des projets. On a monté une filière sur l'éolien offshore flottant. La France est en avance sur l'ensemble de ses concurrents. Tellement que l'ensemble des gros, on va dire... des grandes compagnies pétrolières sont en train de se diversifier et jettent un œil plus que bienveillant sur cette filière-là. Donc ça, vous voyez, on a montré qu'on savait faire. Vous voyez que la bonne nouvelle sur Saint-Nazaire, on voit le parc qui enfin sort de mer et on fabrique les nacelles tout près et les turbines. Donc on a des éléments très intéressants en termes industriels. Donc oui, c'est un vecteur de réindustrialisation. Je reviendrai sur un aspect que vous avez évoqué, c'est sur la formation et les compétences. Ça a été évoqué, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Madame Sénéquier, comment vous vous préparez justement aussi à cette transition écologique pour maintenir une activité industrielle sur le territoire français? Parce que c'est ça l'enjeu, c'est le territoire national. Alors d'abord juste quelques chiffres qui montrent qu'effectivement on a besoin d'une transition, ce qui est clair. En fait, on nous demande d'éliminer 51 milliards de tonnes de CO2 ou de gaz à effet de serre par an. Donc on voit bien que ce n'est pas un tout petit sujet, et c'est pour ça d'ailleurs que l'objectif est 2050, 2030 pour Boris Johnson, mais bon, les gens plus raisonnables peut-être disent 2050. Là-dedans, c'est vrai que le transport n'est pas la plus grande part. C'est ça qui est assez intéressant. Le transport, c'est que 16% de l'ensemble. En fait, c'est véritablement, et c'est ce que vous disiez, l'industrie, 31%, et la fabrication d'électricité, 27%. Donc c'est déjà des chiffres importants. Alors,
toutes les entreprises, Total Energy a annoncé 3 milliards d'euros par an dans les renouvelables. Donc on voit bien que... Et nous avons un parc nous-mêmes Ardian de 7,5 gigawattheures. Donc on a investi dans les renouvelables. Donc on investit. Ardian est une société qui n'est pas que dans l'infrastructure, mais en tout cas qui investit beaucoup dans les infrastructures modernes, contemporaines, et bien évidemment dans tout ce qui va avoir trait à l'hydrogène. Alors, effectivement, la période transitoire, elle est très importante. C'est-à-dire qu'on peut avoir des objectifs à long terme, mais on le voit bien en ce moment. Le prix du gaz a augmenté de 40% depuis le mois d'avril. La raison en est qu'en fait, pendant la période du confinement, ça n'a pas été mis en première page des journaux, mais la Chine a converti beaucoup de charbon en gaz et donc utilise la puissance complète que la France utilise en gaz. En Chine, en 2 ans, c'est passé là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de gaz du tout, mais enfin, il y a des mouvements planétaires qui font que certains prix... Et donc, il ne faut pas non plus imposer, disons, une accélération. Il faut accélérer, mais il faut être raisonnable. Il y a Patrick Pouyanné qui l'a très bien dit, il faut aussi lui permettre de continuer à investir un peu dans la maintenance au moins de ces sites pétroliers, parce que sinon, on ne sait pas où ira le pétrole. Voilà. On a quand même aujourd'hui une tension sur les prix, sur l'inflation, que ce soit l'acier, que ce soit l'aluminium, le résine, etc., qui sont très importantes. Et donc, il faut faire attention aussi à ce qu'on a... Trop vite, on n'oppose pas le climat et le social. Voilà, ça c'est un enjeu très important et c'est pour ça d'ailleurs, vous l'avez vu, que les gouvernements ont très vite réagi sur la hausse du gaz en supprimant la TVA en Espagne, en donnant un chèque de 100 € en France et un plan par Mario Draghi en Italie de 3 milliards. Donc nous avons l'habitude chez Ardian d'aider les transitions, que ce soit des transitions industrielles. Pour vous donner un exemple, on a une petite société par rapport à la vôtre, microscopique. Vous allez nous parler d'Alkia, qui est une magnifique société, et qui justement est dans un pays nordique et qui produisait du chauffage urbain, mais elle faisait ça avec des choses qui sont assez polluantes, et donc on est en train de la reconvertir complètement pour qu'elle le fasse avec des énergies dites propres. Voilà. Alors, toute cette transition, elle doit être accompagnée par les États pour que, effectivement, l'argent soit mis, des subventions soient mis au bon endroit, et surtout que ce soit une direction stable. On l'a vu dans les questions des renouvelables il y a quelques années, en particulier en Espagne, où le gouvernement est allé dans un sens, ensuite dans un autre. Il y a eu des faillites de renouvelables, après plus personne ne voulait investir. Et maintenant, par contre, l'Espagne est champion, vous le savez, dans les renouvelables. Je crois que 70% de la production d'électricité est faite en Espagne à partir de renouvelables. C'est pratiquement ce que nous on fait dans le nucléaire. Voilà. Donc, alors, la phase de transition, elle est importante, et c'est vrai que il y a des choses qui méritent d'être un peu plus régulées. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, on a, par exemple, beaucoup de sociétés, vous le savez, qui aujourd'hui achètent des crédits de CO2. Et ils achètent des crédits de CO2 en investissement dans des projets, entre guillemets, verts. Alors, ça peut être le marché carbone. Le marché carbone, voilà. Il n'y a pas, en fait, d'agence pour l'instant de rating de ça. Et donc, l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre a dit, moi, je vais créer une commission pour réguler, parce qu'il faut quand même qu'on soit... Le principe, c'est quand même de ne pas polluer, d'accord? Mais acheter un droit pollué, à la limite, ça, c'est contre le bon sens. Voilà. Il est au mieux ne pas polluer qu'aller acheter du droit à polluer. Il a été réformé, ce marché carbone, je crois, récemment. Le marché, oui, mais pas les agences qui vous donne le tampon pour dire que votre droit à produire du CO2 est un droit, disons, qu'on vous y autorise parce que vous avez acheté tant d'hectares de forêt. C'est pas le bon levier projet. pour vous, alors c'est ça que vous voulez dire? Je veux dire, je suis plutôt favorable à ne pas polluer. Voilà. Je pense que après, on rentre dans des choses qui sont un peu, qui peuvent être scabreuses. Voilà. Alors ensuite, pourquoi une transition? Vous l'avez dit sur l'automobile. On a entendu très récemment Lucas Demeo expliquer que pour un emploi dans l'automobile, il y avait 10 emplois outsourcés et que ces outsourceurs, effectivement, ils ne sont pas compétents forcément sur les batteries, sur l'hydrogène, sur tout ça. Voilà. Et si je prends un autre exemple, au Royaume-Uni, vous avez 85% des foyers qui sont chauffés au gaz. On voit bien que si ce n'est pas du green hydrogène, qui est mon souhait, c'est-à-dire un hydrogène propre, qui ne pollue pas,
il faut faire ce qu'on appelle du blue hydrogène, c'est-à-dire un hydrogène qui est peut-être à partir d'une énergie fossile, parce que pour faire de l'hydrogène, il faut de l'énergie. Donc Beaucoup d'énergie. Quel est le type de l'énergie qu'on a? Et après, il faut le capturer. Il faut capturer, c'est toujours mon truc, le CO2. Ça coûte très cher aussi. Donc transformer les 85% de foyers chauffés au gaz au UK en l'espace de, comme voudrait M. Boris Johnson, 2030, c'est demain matin. Enfin, il peut y arriver, hein. Moi je le souhaite vivement. Mais en tout cas, c'est un sacré challenge et formidable s'il le fait. Voilà, donc moi je suis à fond pour la transition, Oui. à fond pour l'absence de CO2, mais je dis attention au chemin qu'on va parcourir ensemble là-dessus. Voilà. Madame Géano, chez Dalkia aussi, vous avez des solutions pour les industriels pour justement réindustrialiser, en tout cas faciliter la réindustrialisation en France? Alors, bonjour à tous. Absolument, moi j'ai envie de dire déjà, quand on dit transition énergétique et industrie, c'est un peu gagnant-gagnant. Parce que, mine de rien, c'est bon aussi pour la transition quand l'industrie, elle se met en France. Parce que quand on regarde les trajectoires de baisse de carbone depuis 20 ans, hein, sous le contrôle du président de l'ADEME, en gros, si on regarde les émissions directes de la France, elles ont baissé très largement, hein, d'à peu près une dizaine de pourcents facilement. Mais si on rajoute les émissions des importations, en fait, on stagne à peu près. Hein. Donc, on a intérêt à ce que ce soit en France, tout simplement aussi parce que la France a quand même un atout extrêmement fort, c'est qu'on a une électricité d'emblée décarbonée, hein, à 95%, qui n'émet pas de CO2, puisque EDF produit une électricité à partir de nucléaire et de renouvelables. Donc ça, c'est une première donne. Et puis, deuxièmement, on pourrait se dire, mais il y a aussi quand même, une fois que je suis en France, on parlait quand même des émissions de carbone qui sont produites par l'industrie. Hein. L'industrie, on a parlé de 30% des émissions de CO2. C'est important, mais il y a quand même il y a aussi un avantage, c'est gagnant aussi pour l'industriel de se mettre dans cette transition énergétique. Alors, se mettre dans la transition énergétique, et je vais venir au métier de Dalkia, ça veut dire quoi pour un industriel ? Alors, il y a deux sujets, et ça tombe bien parce que c'est les deux grands métiers de Dalkia. C'est qu'un, l'industriel va commencer à travailler sur la décarbonation de sa chaleur, de sa vapeur industrielle, puisque son électricité est décarbonée. C'est un gros sujet. Hein. Vous savez que la chaleur en France, ça représente à peu près la moitié des consommations d'énergie. Hein. Le reste, c'est la mobilité et l'électricité. Et donc, ça, c'est un des métiers de Dalkia. On travaille sur la chaleur renouvelable. Ça peut être du chauffage urbain dans les territoires, dans les villes. Voilà, on est très heureux d'accompagner la ville de Nice. Mais en complément, eh bien, quand on est sur l'industriel, quand il y a une chaufferie au charbon, on peut faire une chaufferie à base de biomasse, du bois énergie, à base de bois B, par exemple, du bois recyclé. On peut aller chercher les calories de la mer aussi, hein, dans la Méditerranée, ce qu'on appelle la thalassothermie. On prend des calories dans la mer, on rebondit avec des pompes à chaleur et on sait fabriquer de la chaleur et du froid. Donc, foultitude de technologies autour de cette production thermique qui, demain, doit être au maximum décarbonée. Et quand un industriel abaisse ses émissions de CO2, et c'est bon économiquement aussi, puisqu'on a parlé des crédits CO2, ça fait quand même une dépense aussi en moins à faire. Et puis j'en arrive au deuxième grand métier de Dalkia, qui est quand même un très gros sujet de la transition énergétique qu'on oublie souvent. C'est le sujet des économies d'énergie, de l'efficacité énergétique. Comment on accompagne ces industriels pour consommer moins? Parce que consommer moins, c'est aussi réduire son empreinte carbone, mais c'est aussi réduire sa facture énergétique tout court. Et donc c'est bon pour sa compétitivité. Et ça, on fait ça aussi. Alors ça, c'est notre métier aussi, deuxième grand métier, les techniciens de Dalkia, les hommes et les femmes qui sont sur les sites de nos clients, qui pilotent les installations. Il y a beaucoup de numérique aussi derrière ça pour réduire les consommations, et c'est très important. Merci beaucoup. Il faut qu'on parle Europe aussi. Le Green Deal, c'est l'Europe. Monsieur Gauzy, c'est quoi le Green Deal? C'est un vrai projet industriel pour l'Europe ou c'est simplement une réglementation contraignante pour les industriels? Tout d'abord, je suis très d'accord avec beaucoup des choses que je viens d'être dites. Moi, je dis toujours qu'on vit un moment darwinien, nous les Européens et dans le monde. Nous vivons un moment darwinien parce que nous sortons d'une crise incroyable. C'est la crise sanitaire, parce que nous vivons une urgence climatique, parce que nous vivons une révolution numérique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce moment darwinien? Qu'est-ce que Darwin nous a appris? Darwin nous a appris que ce n'est pas les plus forts, c'est lui qui montre plus les muscles dans l'immédiat qui gagne.
Celui qui gagne, c'est celui qui montre la meilleure capacité d'adaptation et qui fait les meilleurs choix d'avenir. C'est ce que nous sommes en train de faire en tant qu'Européens. Moi, dans mon expérience au Parlement, au gouvernement, quand j'ai eu affaire beaucoup avec les industriels, etc., il y avait la première chose qu'on me disait, mais je ne sais pas si les présents sont d'accord, c'est vous les politiques, dites-nous la direction, donnez-nous des réponses claires, où vous voulez aller, donnez-nous la direction. N'échangez pas des stratégies tous les 2 ans. C'est ça qu'on a fait en Europe. On a indiqué la direction, on a indiqué les caps. On a indiqué la neutralité carbone de 2050. Vous avez aggravé le cap récemment. Vous êtes passé de moins de 37% Finalement, parce que ce que j'ai entendu sur les renouvelables, ce qui s'est passé en Espagne, ce qui s'est passé en Italie, dans d'autres pays. Il y a eu un moment, il y a une dizaine d'années, je crois, dans lequel les investisseurs ne savaient pas. Est-ce que c'est sur les renouvelables qu'on doit investir? Non, oui. Et il y a des exemptions fiscales, et après les exemptions fiscales qui disparaissent. C'est exactement ce que nous devons éviter, que nous voulons éviter avec ces choix qu'on a fait en tant qu'Européens. Moi, je crois que du point de vue français, évidemment, la transition, ça a des coûts, mais ça a des grandes opportunités. Moi, je vois la France à la pointe de ce point de vue. Je vois la France en première ligne. Je vois des grandes opportunités pour les industries françaises avec ces choix qu'on a fait d'ici 2050. Il est clair que ceci doit être accompagné. Ma foi, avec une nouvelle stratégie d'investissement française et européenne. Vous avez rappelé les plans France Relance, la France 4e bénéficiaire du plan européen, à propos d'Europe méchante, etc. 4e bénéficiaire. Et 40% du plan Relance, 40 milliards qui viennent de l'Europe. Okay? Ce qu'on doit faire maintenant, ce n'est pas une parenthèse. La nouvelle stratégie d'investissement qu'on a mis en place pendant la crise sanitaire, ce n'est pas une parenthèse qu'on doit s'apprêter à fermer en 2026. Ça doit être une nouvelle stratégie d'investissement. Donc, si l'avenir est la transformation numérique et la transition écologique, il faut que les Européens, en tant qu'Européens, se dotent d'une stratégie d'investissement dans laquelle on va promouvoir et faciliter les investissements dans le numérique et dans le climat. Ça veut dire que avec le nouveau gouvernement allemand, il faudra discuter des nouvelles règles de gouvernance économique, d'investissement, etc. Parce que je crois que c'est ça, ce qu'on doit faire maintenant qu'on a fixé les objectifs. Il faut nous donner les instruments. Les fonds de transition juste, c'est aussi une façon de garder une certaine cohésion. Parce qu'évidemment, si vous allez en Pologne, ils auront besoin de beaucoup plus d'accompagnement par rapport à la France ou à l'Allemagne. Il faut éviter de créer des inégalités territoriales ou sociales. Mais ça, c'est le travail que nous devons faire dans les années devant nous. Merci. Je voudrais que M. Châtel réponde, parce qu'en plus, je crois que vous devez partir plus tôt, vous avez un avion. Justement, le Green Deal, c'est un petit peu quelque chose qui rythme un petit peu la transformation de l'industrie automobile. Tout à l'heure, vous avez parlé de marche forcée. Est-ce que la marche est trop forcée? Est-ce que le rythme est trop fort? Est-ce que vous manquez de visibilité? M. Gozib dit qu'il faut de la visibilité. C'est quoi votre appréhension du Green Deal? Comment vous le voyez? Ce qui est sûr, c'est que, comme aurait dit un de nos amis, cher Christian, la pente est raide. Elle est très raide. Puisque en 2018, il y a eu un accord européen pour réduire de 37,5% les émissions de CO2 en 2030, entre 2020 et 2030. Et à peine cette encre sèche de cet accord, il y a eu une nouvelle négociation. Et aujourd'hui est sur la table un accord avec moins 55% en 2030. Et ça a l'air de rien, mais ça bouleverse complètement les modèles et le mix énergétique des voitures qui seront vendues dans 10 ans. Et c'est ça qui a entraîné le fait que les constructeurs eux-mêmes annoncent qu'ils renoncent à la production de moteurs thermiques. Vous avez vu que DS va être la première marque à être 100% électrique en 2024. Carlos Tavares a annoncé que 70% des véhicules du groupe Stellantis seraient électrifiés en 2030. Donc vous avez et chaque semaine, un nouveau constructeur annonce qu'il renonce au renouvellement de ses productions de moteurs thermiques. Donc on a une accélération de cette transformation qui, c'est vrai, je l'évoquais tout à l'heure, est difficile pour la sous-traitance.
la capacité d'absorption de cette sous-traitance. Puis il y a une deuxième difficulté, c'est la capacité d'absorption du marché, c'est-à-dire des consommateurs. Vous savez qu'aujourd'hui, le marché en France automobile, en Europe et en France en particulier, est très dur. C'est-à-dire que nous ne nous sommes pas remis de la crise du Covid. Nous sommes encore à moins 20%. C'est le seul marché de consommation qui ne s'est pas redressé. Une des raisons, nous le pensons, est le fait que les consommateurs reportent leur achat parce qu'ils ne savent pas quoi acheter. Si vous habitez une ville comme Paris, en 2024, il n'y a plus de diesel. Donc vous n'avez pas acheté un moteur diesel aujourd'hui. En même temps, est-ce que vous faites complètement confiance au réseau actuel de recharge électrique? La réponse est non. Donc vous allez avoir tendance le Green Deal, à décaler. Le Green Deal, c'est le bâton sans la carotte. non, le Green Deal, ça a été évoqué. C'est la ligne qui est fixée par les décideurs européens. Et là, ils ont décidé d'accélérer. Les constructeurs, ils s'adaptent. Vous savez, l'industrie automobile, elle s'est adaptée depuis son origine. Elle s'est adaptée aux réglementations, elle s'est adaptée aux innovations technologiques, elle s'est adaptée aux besoins de ses clients. Mais donc, il va y avoir quelque chose de darwinien, vous le disiez, chez les PME. C'est les PME. C'est le mot de Carlos Tavares régulier, le darwinisme. Donc oui, c'est très dur. C'est dur le darwinisme. Mais je le disais tout à l'heure, on n'a pas le choix. Donc il faut être conscient, lucide, que cette période de transition est très difficile, mais qu'elle est inéluctable. Et qu'il y a une petite lueur au fond du tunnel. Ça peut être une opportunité pour la France de localiser, je ne dis pas relocaliser, je dis localiser des investissements de l'industrie du futur. Parce que les constructeurs vont verticaliser la production dans l'électrique. C'est-à-dire qu'ils vont localiser sur le même site la production de cellules, de batteries, de moteurs électriques et l'assemblage de véhicules. Donc ça va donner lieu à des grands projets d'industrialisation dans l'automobile. Donc c'est ça l'enjeu des prochaines années. Voilà, il y a une nouvelle étape, on remet les compteurs à zéro. Comment la France est dans le coup par rapport à ces nouveaux enjeux? Merci Luc Châtel. Monsieur Leroy, le Green Deal, vous voulez réagir? C'est plutôt bien calibré, c'est en termes d'accompagnement également peut-être? C'est calibré, pour l'instant c'est calibré. On parle Pas de 100 milliards à l'échelle européenne. Moi je souscris simplement, il ne faut pas que ce soit simplement un pansement sur la crise Covid. La transition écologique, c'est un sujet qui va nous occuper jusqu'au minimum 2050. Donc la neutralité, c'est à bientôt. Je pense qu'on ne réalise pas. Là, dans la salle, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui n'imaginent pas ce que ça veut dire baisser des émissions de gaz à effet de serre à 55% d'ici 2030, donc dans un peu plus de 8 ans. C'est colossal. On parlait de la mobilité, on parle du bâtiment, on parle de quelque chose qui nous touche 4 fois par jour, à savoir l'alimentation. C'est ça. C'est nos loisirs, le débat qu'on peut avoir sur les grands trajets internationaux, c'est ça qui devra demain être arbitré et changé, certainement. Donc il y aura des réponses technologiques, certainement. Nous, on est convaincus à l'ADEME que ça ne sera pas suffisant, qu'il faudra des modifications de comportement. Donc le Green Deal, il est bien, c'est super, mais il faut que ça continue. Et c'est aussi un enjeu de visibilité pour les industriels. Vous ne changez pas des process industriels qui ont cours depuis 40 ans, 50 ans parfois. Quand on prend le rapport notamment à la lignite, au charbon, l'évolution sur l'intégration de l'hydrogène demain, le gaz vert dont on oublie aussi les avantages. Voilà, il va falloir qu'on puisse faire des choses dans la transparence, la visibilité, en changeant les instruments. Par exemple, sur les aides d'État, on a des vrais enjeux de changer les règles du jeu, parce qu'on devra accompagner beaucoup plus fortement l'ensemble des industriels, sans tomber dans des problématiques de concurrence déloyale, certes, mais il va falloir qu'on puisse accompagner de manière beaucoup plus souple, si on veut y parvenir. Donc voilà, on a beaucoup parlé d'énergie, on parle aussi de la fin du plastique en Europe d'ici 2040, c'est des enjeux industriels colossaux. Et regardons autour de nous le plastique dans notre vie quotidienne. Comment vous voulez remplacer ça de manière rapide? Il va falloir qu'on puisse travailler à des alternatives à un moment donné où on a une population qui vieillit, donc on a le débat, bon, le retour du verre, peut-être, mais un pack d'eau dans des bouteilles en verre, ça sera toujours beaucoup plus lourd que dans des bouteilles en plastique. On me dira, on n'a pas besoin d'eau en plastique, d'eau en bouteille en plastique. Peut-être le lait, je ne sais pas. On voit très bien que
l'intégration de ces changements doit être pensée aussi de manière beaucoup plus globale. Et donc, moi, le Green Deal, super, on est content. On est des opérateurs conséquents du Green Deal européen à travers le plan de relance français. Mais c'est indéniable qu'il faudra aller beaucoup plus loin et surtout avoir quelque chose qui perdure. Monsieur Estrosi, on a parlé de l'Europe, on a parlé d'un accompagnement peut-être national. Qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau local pour accompagner justement cette transition industrielle ? Je crois que les collectivités en France ont un immense rôle à jouer. Et naturellement, il faut voir les choses de manière très transversale. Moi, je vois toutes ces déclarations des uns et des autres dans le débat politique où forcément les postures politiciennes sont dangereuses à vouloir être trop exclusif. Vous avez ceux qui disent qu'il faut plus de pistes cyclables, il faut des ZFE partout, il faut aller à 30 km/h. Très bien, pourquoi pas, mais quand on planifie quelque chose qui en même temps peut servir l'industrie de notre pays, il faut regarder les choses de manière globale. Ici, je le disais ce matin, nous avons bâti un territoire à l'échelle de nos bassins versants à partir de 3200 mètres d'altitude. Et nous avons réfléchi à toutes les solutions qui nous permettent de nous rapprocher vers ces 55%. Nous allons passer très clairement aujourd'hui de 5% des énergies produites par rapport aux énergies consommées à 32-33% dans les 5 ans qui viennent. C'est quoi? C'est l'hydroélectrique. C'est les réseaux de chaleur. Et tous les réseaux de chaleur. Ceux où nous valorisons le traitement des déchets, mais aussi la géothermie. Nous avons des nappes phréatiques qui nous permettent aujourd'hui, dans la plaine du Var, on vient de livrer 8 km de géothermie à 30 mètres de fond. Nous avons de l'eau qui est constamment à 15 degrés, été comme hiver. Et en même temps, on prend des décisions pour accompagner les industriels qui sont intéressés en mettant dans notre plan local d'urbanisme le fait qu'aucun permis ne sera accordé si on ne se raccorde pas au réseau de géothermie. Je ne délivre plus de permis de construire à un promoteur ou un bâtisseur qui ne garantit pas que dans les parkings collectifs, on met 80% de bornes de recharge électrique. Car on ne peut pas inciter à vendre des voitures électriques si en même temps, alors que nous savons que 80%, retenez ce chiffre, des gens qui rechargent aujourd'hui leur véhicule électrique le rechargent pendant la nuit chez eux. Et on va vendre des appartements dans des immeubles où il n'y a pas de borne de recharge électrique. Ce sont des marchés de croissance considérable pour l'industrie. Nous pourrions parler, vous en parliez je crois tout à l'heure, de l'exploration de la mer. Nous savons qu'avec la houle, avec les microalgues et les études que nous faisons au laboratoire océanographique de Villefranche-sur-Mer, qui est en lien avec l'université de Nice, nous avons aussi une source de production considérable. Vous voyez, c'est l'addition de toutes ces choses auxquelles il faut rajouter l'isolation thermique. Grâce au plan de relance, nous sommes en train d'isoler tous les bâtiments des 8 campus universitaires de la ville. Je vous donne juste ce chiffre. 100 millions d'euros que nous apporte le plan de relance pour isoler tous les bâtiments universitaires qui remontent aux années 60-70. En moyenne, ça produit 98 kg de CO2 par mètre carré par an. Et nous allons passer à 5 kg de production de CO2 par an au mètre carré. Donc c'est vous dire que d'un coup, ça pèse lourd dans la balance et que ça crée des emplois. Nous, on a fait une étude montée à 33% à peu près d'énergie produite par rapport à l'énergie consommée. Ça va représenter, pour les industriels, pour les sous-traitants auxquels ils font appel lorsqu'ils sont adjudicataires de marchés publics, près de 10 000 emplois qui vont être créés sur des nouveaux métiers. Et c'est bien pour ça que la filière de formation, de qualification des centres d'apprentissage, l'alternance avec les entreprises que j'incite en même temps à implanter des filiales ici, est remarquablement importante pour que ce soit d'un bout à l'autre de la chaîne
que nous réussissions tout Parce cela. que justement, les industriels disent qu'il faut mettre le paquet sur les nouveaux emplois de demain, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, ce que vous venez d'évoquer tout de suite, ce que d'autres intervenants ont évoqué. Est-ce que là-dessus, vous, dans l'agglomération de Nice, vous mettez le paquet sur ces nouveaux métiers de demain, cette transformation de l'emploi? Alors nous avons livré l'année dernière le dernier campus universitaire avec Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement et de la Recherche, qui s'appelle l'IMRED, l'Institut méditerranéen de la recherche de l'environnement et du développement durable, dédié au numérique et à l'innovation au service de l'environnement. Et puis nous avons, avec la Chambre de commerce et d'industrie, en chantier le centre d'apprentissage européen qui décline toutes ces filières. Et puis, juste un dernier mot pour dire que, naturellement, je vous parle du rôle que peut jouer une collectivité pour accompagner l'industrie française, naturellement, de préférence. Et aujourd'hui, nous savons que toutes les industries françaises se sont mises à un niveau de compétitivité extrêmement élevé, et il faut le dire, et défendre ce savoir-faire français, cette intelligence. Et en même temps, nous avons à défendre des intérêts stratégiques pour notre pays. Et c'est là que, je le dis, dire produire en France, c'est une chose, mais défendre les intérêts stratégiques de notre pays en France et partout dans le monde, c'est aussi un enjeu majeur, essentiel. Voilà pourquoi il ne faut rien s'interdire. Rien ne doit être tabou. Lorsque j'étais ministre de l'Industrie, je me rappelle, on m'avait reproché, comme au président Nicolas Sarkozy, naturellement, puisque c'était sa décision, d'accepter que l'on assemble des Airbus A320 en Chine. On a dit, mais vous vous rendez compte, ils vont piquer notre technologie. Plaisantez, il suffit de vendre un A320 pour que chacun soit capable de le démonter et de connaître par cœur la technologie qui est embarquée. Mais on savait qu'au contraire, permettre à des usines chinoises de monter des A320 était porteur de croissance aussi pour la France, parce que naturellement, nous avions nos intérêts qui étaient complètement positionnés, et en même temps, ça faisait de la Chine un grand partenaire. Et qu'au moment où on leur permettait d'assembler la dernière génération d'A320, on était déjà en train de travailler sur la nouvelle génération à laquelle personne n'avait accès de toute façon. Voilà pourquoi la délocalisation intelligente est aussi porteuse de fruits pour l'industrie française et qu'il ne faut pas rester replié sur nous-mêmes. Il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je veux absolument qu'on parle de ce chapitre sur l'emploi. Je sais que chez vous, Dalkia, c'est un vrai sujet, l'emploi, les emplois de demain, la formation, les compétences de demain. Comment on prépare ça ? Absolument, je vais rebondir sur ça, parce qu'effectivement, tous ces projets des territoires que nous faisons, hein, bien sûr, on a besoin de politiques globales, le plan de relance est là, ça nous accompagne très positivement, mais on parle de projets évidemment très illustratifs du territoire, et on crée des emplois en local, non délocalisables, avec ces nouveaux métiers de la transition énergétique. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que j'ai du mal à recruter. J'ai 500 postes ouverts, hein, donc alors peut-être qu'il y a des personnes, chez Dalkia, des usines d'automobiles qui auraient envie de se reconvertir, mais c'est un gros sujet, donc on doit travailler sur la formation. Évidemment, on y travaille. Dalkia a un campus de formation. Je crois profondément à l'apprentissage. 500 apprentis cette année chez Dalkia. On est une entreprise qui compte 18 000 salariés, juste pour vous éclairer. Et puis, je recherche des métiers techniques. On a un paradoxe, c'est que tous les jeunes veulent de la transition énergétique. C'est extraordinairement porteur de sens, et ils ont envie finalement de rejoindre des entreprises telles que les nôtres, et en même temps, ils n'ont pas conscience que ça signifie d'aller chercher du génie électrique, des climaticiens, des frigoristes, vous manquez d'attractivité, etc. c'est ça que vous voulez dire? On a un petit sujet d'attractivité, encore des métiers techniques et industriels en France, et donc on y travaille vraiment beaucoup, hein, tous ensemble. Moi, je suis d'ailleurs, on est totalement partenaire de la plateforme qui a été mise en place par le gouvernement, Un jeune, une solution, Un jeune, un mentor. On va accompagner les jeunes pour qu'ils prennent conscience de ces métiers de la transition énergétique, parce qu'il ne faudrait pas que finalement on ouvre des postes vacants, ça serait un peu dommage. Donc on a un formidable chantier devant nous qui est d'accompagner les jeunes. Ça va évidemment, alors je parle du bac pro, ça même CAP, bac pro, bac plus 2, bac plus 3 et ingénieur vers ces métiers-là. C'est totalement passionnant. Et j'attire aussi l'attention des jeunes femmes, parce qu'on n'en a pas beaucoup sur ces métiers techniques. Et évidemment, ça m'anime beaucoup également.
Ça aussi, c'est une question d'attractivité. Exactement. Des métiers techniques pour les femmes, c'est un autre sujet. Mais... Madame Sénéquier, cette question de l'emploi, enfin, des compétences, des expertises, c'est un vrai sujet. Enfin, est-ce que c'est l'obstacle demain de la réindustrialisation en France dans ce contexte de transition écologique? Non, je ne pense pas que c'est l'obstacle. Pardon. Je ne pense pas du tout que ce soit un obstacle. Au contraire, je pense que la recherche de nouvelles solutions sur pallier à l'intermittence des énergies renouvelables, disons accélérer tous les développements dans l'hydrogène, faire des investissements dans le stockage. Non, je ne pense pas du tout. Je pense qu'on peut très bien créer des emplois, former des personnes pour ça. Je pense que l'accélération, comme disait monsieur, vient aussi du fait que l'accélération dans le domaine de l'hydrogène va très vite. Vous savez que le prix de mégawattheure, on pensait que c'était 200 €. Maintenant, on dit que dans 5 ans ou 8 ans, ça peut être 25 €. Et donc, c'est très important parce que cette accélération permet d'être de plus en plus en compétition sur les énergies combustibles fossiles. Et donc, il y a des très bons ingénieurs en France, il y a des très bons chercheurs, il y a tout ce qu'il faut pour faire cette transition écologique. Et pour finir sur un très grand jeu, la France a toujours été très bonne dans les domaines de l'énergie, donc je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Monsieur Gauzy, les questions d'emploi, enfin d'expertise, de compétences, ça c'est un sujet que vous voyez d'un point de vue européen. C'est un sujet européen ou c'est un sujet simplement français? C'est un sujet européen. Les Européens ont raté. Je vous donne deux dates. 2001, à Lisbonne, les Européens disent qu'ils vont devenir, en disant, les continents les plus à la pointe sur la connaissance et la recherche. On a raté, à l'époque, cette stratégie. L'année prochaine, on va fêter les 30 ans du marché unique. Il est clair qu'aujourd'hui, on doit complètement repenser notre marché unique. Il faut repenser les façons de produire, il faut repenser les façons de consommer, il faut travailler énormément sur la connaissance et la recherche. Notre autonomie stratégique passe, d'après moi, avant tout, par la connaissance, la recherche, la culture, je dirais même. Et le deuxième, c'est repenser aussi les marchés uniques. Le marché unique doit devenir un marché unique numérique, un marché unique durable. On doit repenser la façon de produire, mais on doit repenser aussi la façon de consommer. La question de la lutte contre l'obsolescence programmée, la réparabilité, ça c'est un enjeu fondamental. Et je ne dis pas que c'est inévitable, je dis qu'on a tout à fait intérêt, en tant qu'Européens, à aller dans cette direction. Et la troisième, c'est qu'on ne doit pas raisonner uniquement dans une dimension nationale. Et tous les enjeux dont on a parlé, les numériques, les climats, l'autonomie industrielle, ce sont des enjeux qui doivent voir les Français, les Allemands et les Italiens avant tout, et avec tous les autres de façon ouverte, inclusive. Mais il y a 3 grandes réalités industrielles en Europe qui se trouvent en France, en Italie, en Allemagne. C'est l'occasion de développer des grands projets industriels et on est allé sur la bonne voie. Les batteries, les clouds, l'espace, la question de la santé. Ce sont des grands projets industriels dans lesquels je crois que les trépieds, moi je l'appelle un trépied, industriel, géoéconomique, stratégique, français, allemand, italien, a un grand rôle à jouer dans les années à venir. Monsieur Leroy, sur les questions d'emploi, d'expertise, de compétences, ça c'est quelque chose de fondamental. Est-ce qu'on peut prendre le train de la transition industrielle si on n'a pas mis en place ce qu'il fallait en termes de formation? Alors, on voit qu'il y a quand même aujourd'hui un gros boom sur la formation par rapport à ces nouveaux métiers. Donc voilà, la vraie question, ça va être aussi de pouvoir accompagner... Une prise de conscience, vous voulez dire? Non, une prise de conscience, et puis surtout, il y a des demandes. Mais il y a des demandes parfois très bêtes. On parlait tout à l'heure de génie électrique. Vous prenez aujourd'hui, notamment l'industrie éolienne, qu'elle soit terrestre ou offshore, elle manque simplement de chaudronniers. Donc on a des enjeux aussi bêtes que ça. On pensait que c'était des métiers qui n'étaient pas nécessairement... intéressant à garder ou à valoriser. Aujourd'hui, on est en manque. Et c'est valable aussi pour plein d'autres... comment dire? On parlait tout à l'heure, et c'est vrai que je n'en ai pas parlé beaucoup, la question de l'efficacité énergétique. C'est Sylvie qui en a parlé. Là, c'est des milliers, des centaines de milliers d'emplois, parce qu'il va falloir piloter les choses. Quand on parlait tout à l'heure de l'impact climat du bâtiment, on doit rénover beaucoup, on va construire peut-être un peu moins de neuf. En tout cas, on est parti sur un chantier de rénovation globale à l'échelle européenne, parce qu'il faut aussi qu'on fasse attention à la réaffection des ressources minérales pour la construction, des choses comme ça. C'est aussi des contraintes qu'il faut pouvoir accompagner et surtout détourner. Donc la rénovation va jouer un rôle conséquent. On va devoir équiper les bâtiments de beaucoup de systèmes électroniques, de conduite, de suivi. C'est des nouveaux métiers aussi qu'il faut pouvoir accompagner. Donc, la vraie difficulté aujourd'hui, elle va être pour
non pas les nouveaux métiers, je pense que là, les filières sont présentes. C'est comment on va pouvoir former les personnes de l'économie dite grise ou brune à des nouveaux métiers. Donc on le voit très bien, il y a des enjeux importants, notamment dans les sous-traitants automobiles. Vous prenez la vallée de l'Arve, par exemple, vous prenez ce qui se passe aujourd'hui à Rodez, on a des sites qu'il va falloir accompagner. On voit que c'est compliqué. Il y a un outil qui est très intéressant qui avait été développé au début du quinquennat avec ce qu'on appelait les CTE, des contrats de transition écologique, qui ont été transformés un petit peu avec la relance en CRTE. Et je pense que c'est cette problématique de changement de destination de bassin industriel ou bassin de vie est importante à être accompagnée. Et je redis ce que je vous ai dit tout à l'heure, le sujet c'est que ça prendra du temps. Donc il faut qu'on ait des instruments aussi qui permettent d'enjamber et de se donner du temps. La transition, ça rime avec planification et il faut qu'on puisse planifier la transition de secteur industriel de manière conséquente sur 10 ou 15 ans et accompagner les compétences qui vont avec. Finalement, on vit un moment assez schumpeterien de destruction créatrice. On parlait de Darwin tout à l'heure, mais c'est ça. Très bien. Est-ce que vous voulez ajouter un mot de conclusion? Eh bien, la table ronde est terminée. Merci beaucoup pour la qualité des échanges.